Maintenant que nous avons plus ou moins expliqué ce qu'était l'hyperstatisme, vraiment très brièvement, mais nous allons rentrer dans le détail petit à petit, nous allons voir comment déterminer l'hyperstatisme, qu'on note H, par une approche cinématique. Nous verrons que deux approches sont possibles, l'approche cinématique, ici présentée, et une approche statique, présentée dans une seconde vidéo. Donc, si on essaye d'avoir un regard mathématique du problème, ici, nous avons la représentation matricielle du problème cinématique. C'est-à-dire que j'ai mes différentes équations dans cette matrice, avec ici en vecteur colonne mes inconnus cinématiques, qui peuvent être des vitesses de rotation instantanées ou des composantes de vitesse de translation, et égale un vecteur nul. Pourquoi? Puisque ces équations sont issues de fermeture cinématique. D'accord? Et donc forcément, par fermeture cinématique, j'ai toujours, à la fin, vous savez bien, égale 0. Donc, pour les notations, j'ai IC, ici, c'est le nombre d'inconnus cinématiques. Le nombre d'inconnus cinématiques, c'est la somme des termes non nuls dans les torseurs cinématiques des liaisons. C'est-à-dire que j'additionne tous les termes qui ne sont pas d'office égaux à 0 dans l'ensemble de toutes les liaisons de mon mécanisme. EC, c'est le nombre d'équations cinématiques. D'accord? Les équations cinématiques, j'en ai combien? J'ai 6 équations scalaires par cycle. D'accord? Puisque je peux faire par cycle. Donc vous vous rappelez du nombre cyclomatique, etc. Ça, c'était au début de séquence. J'ai 6 équations par cycle, puisque j'ai 3 équations pour les vitesses de rotation instantanée et 3 équations pour les vitesses de translation. Donc au final, combien est-ce que je peux avoir d'équations cinématiques? J'en ai 6 fois gamma, avec gamma, mon nombre cyclomatique. D'accord? D'où l'importance de savoir calculer gamma. M, c'est le degré de mobilité, que l'on a défini dans une précédente vidéo, et H, le degré d'hyperstatisme qu'on cherche à déterminer aujourd'hui. Donc, nous avons dit les mobilités, nous l'avons dit précédemment dans une vidéo, les mobilités, ce sont des inconnus cinématiques non fixés par les équations cinématiques. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qu'on va pouvoir et devoir imposer à notre mécanisme pour savoir comment il se comporte. Ce ne sont pas des inconnus que l'on peut déterminer par la résolution de notre problème. Donc combien aura-t-on de mobilité? On en aura le nombre d'inconnus cinématiques moins le rang des équations cinématiques, c'est-à-dire moins le nombre d'équations indépendantes. Vous savez bien que chaque équation indépendante nous permettra de déterminer une des inconnues. Donc il nous restera pour M le nombre d'inconnus moins le rang des équations cinématiques. Le degré d'hyperstatisme, lui, il correspondra à quoi? Ce sera le nombre d'équations cinématiques redondantes, c'est-à-dire le nombre d'équations cinématiques dont on peut retrouver des formes à travers des compositions linéaires d'autres équations cinématiques. Donc finalement, mon degré d'hyperstatisme H, c'est égal au nombre d'équations cinématiques moins le rang des équations cinématiques. On voit bien sur ce petit schéma. Donc, en partant de ces deux égalités-là, et c'est surtout ce résultat final que je vous demanderai de retenir personnellement, on obtient que l'hyperstatisme H, le degré d'hyperstatisme H, c'est égal au nombre de mobilités plus les équations cinématiques moins les inconnus cinématiques. D'accord? On va faire un exemple, vous verrez que c'est très simple. L'approche mathématique peut paraître un peu complexe parce qu'il faut faire preuve d'une certaine abstraction, mais vous verrez que c'est très simple à appliquer. D'accord? On va appliquer la formule sur le système que nous avons déjà vu lorsque nous avons cherché les liaisons cinématiques équivalentes. H égale M plus EC moins IC. M égale 1, d'accord? Je n'ai qu'une seule mobilité, on le voit bien. EC, j'ai combien de cycles? Je n'ai qu'un seul cycle, d'accord? J'ai deux solides avec deux liaisons en parallèle, ça ne me forme qu'un seul cycle. Gamma égale 1, donc 6 fois 1, 6. Combien d'inconnus cinématiques? J'ai deux pivots glissants. Chaque pivot glissant contient deux inconnus cinématiques. Une vitesse de translation inconnue et une vitesse de rotation inconnue. Translation, rotation. Donc j'ai 2 fois 2 inconnus, soit 4 inconnus cinématiques. Ce qui me donne au final mon degré d'hyperstatisme H, qui est égal à 1 plus 6 moins 4, donc 3. Ce système est hyperstatique de degré 3.
Alors, on va essayer d'interpréter ce résultat. Si je reprends l'étude cinématique que l'on avait menée sur ce système lorsqu'on avait cherché la liaison équivalente, j'avais ici exprimé les deux torseurs cinématiques des deux liaisons au point B. Ici, celle de la liaison en A, mais exprimée au point B, et ici, celle de la liaison pivot glissant dont le centre est déjà en B. Vous vous rappelez que pour retrouver la liaison équivalente, il fallait qu'on ait égalité entre les deux. Donc ça nous avait amené à dire oméga z de 2 par rapport à 1 égale 0. Mais finalement, ici, j'ai 0 égale 0, 0 égale 0, 0 égale 0. Donc ça veut dire que si par exemple, je décide de mettre, en apportant des libertés supplémentaires ici, je décide de passer ici ce 0 à oméga x, ici oméga y, et ici vx appartenant à A, de A appartenant à 2 par rapport à 1. Pardon. Ça veut dire que ces trois termes-là vont être égaux à 0 de par l'égalité torsorielle, mais ça ne me change absolument pas la liaison équivalente. Je vais donc en fait, en rajoutant des degrés de liberté, ici par exemple, pouvoir rendre mon mécanisme isostatique en transformant simplement ce pivot glissant par une ponctuelle. Je peux rendre le mécanisme isostatique. D'accord? Sans que cela ne change le fonctionnement de mon mécanisme. Je garde une liaison glissière comme liaison équivalente. Donc, finalement, en transformant la liaison en A en une ponctuelle de normale Y, la liaison équivalente sera une glissière suivant Z. J'obtiendrai donc un H égal à 0 et mon système va devenir isostatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? C'est que H, il dépend de la modélisation qu'on fait du mécanisme. D'accord? Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça aurait pu être extrait de ma scie à onglet que je vous avais présenté tout à l'heure. Mais ici, ce modèle de deux pivots glissants, il influence le degré d'hyperstatisme constaté. Et autre chose d'important, c'est que pour rendre isostatique un système, on va chercher à intégrer des degrés de liberté là où on avait des équations inutiles, du type 0 égale 0 dans notre cas. D'accord? Je rappelle, ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc j'ai 0 égale 0 quand je fais l'égalité. Ça ne m'apporte aucune info. Donc je peux très bien, ici, intégrer des degrés de liberté. Ça ne changera pas la liaison équivalente que j'obtiens. D'accord? Donc voilà pour l'approche cinématique du degré d'hyperstatisme.